Le cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, a personnellement fait les déplacements de Kolwezi pour couper les rubans symboliques de ces bâtiments de 2 étages qui abritera les bureaux de tout le gouvernement provincial du Lualaba, un travail de longue haleine initié par Joseph Kabila et matérialisé aujourd'hui par le gouverneur de la province, Richard Muyej, récit de Floride Zontoto, notre envoyé spécial dans la région. Sur la route Kazembe qu'a été érigé l'imposant bâtiment de 2 étages du gouvernorat du Lualaba. 17 mois et 9 millions de dollars ont suffi à l'entreprise EI1 Building avant de remettre les clés à l'occupant. Cette cérémonie inaugurale a eu lieu ce mardi 12 mars à Kolwezi en présence de plusieurs personnalités venues de Kinshasa. C'est le directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe, représentant personnel du président de la République, qui a coupé les rubans symboliques. Bien avant, dans son adresse, le gouverneur de la province, Richard Muyej, a énuméré les réalisations accomplies à la tête de la province en 30 mois seulement. Dans la visite du bâtiment, Richard Muyej et Fifi Masuka ont fait découvrir aux représentants du chef de l'État et autres invités les différents compartiments. L'hôtel du gouvernement est construit sur une superficie de 6500 mètres carrés. Il va abriter 14 ministères ainsi que leur administration, hormis le bureau du gouverneur et du vice-gouverneur. Une salle de réunion et salles de conférence sont également prévues, avec un parking de plus de 70 voitures. Pendant ce temps, à Kinshasa, le Front commun pour le Congo a enregistré un nouveau succès lors des élections des présidents des assemblées provinciales sur toute l'étendue du pays. Kinshasa, Grand Katanga, Équateur, cette plateforme politique de gouvernement a raflé 20 des 24 provinces alignées pour le moment, une conséquence logique pour le FCC qui a réjoui son coordonnateur Nému Milania dans un communiqué en fin de soirée hier. Pour commenter cette actualité, justement, Maître Aimé Kilolo, cadre du Front commun pour le Congo, nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue, Maître. Bonsoir et merci de m'inviter. Alors, dites-nous, quelles sont les conséquences de ce nouveau paysage qui se plante jusqu'à ce niveau? La seule victoire du Cap pour le changement aura été finalement que la présidentielle. Est-ce que cela ne va pas créer un certain déséquilibre lors de la gouvernance du pays pendant ces 5 prochaines années? Écoutez, sans vouloir entrer dans des spéculations, il faut constater simplement que les résultats des élections des bureaux des assemblées provinciales vient finalement consolider les résultats de scrutin que nous avons connus le 30 décembre dernier. Le plus important aujourd'hui, c'est de se rendre compte de la responsabilité qui est celle du FCC, qui va devoir, à travers les présidents des différentes assemblées nationales, nous en comptons une vingtaine, donc la quasi-totalité des assemblées provinciales sont dirigées par des présidents de la famille politique FCC. Ça veut donc dire que le FCC va être au cœur d'un certain nombre de réformes. Il faut savoir que dans la distribution des compétences dans notre Constitution, eh bien, il y a des compétences qui ne sont réservées exclusivement qu'aux provinces. À ce titre-là, les présidents vont travailler justement pour initier, encadrer un certain nombre d'initiatives législatives au niveau provincial qui vont fixer les cadres de développement dans les provinces. Je prends l'exemple déjà au niveau de la santé publique, il y a un certain nombre de programmes de vaccination qui doivent être mis en place. Combien de Congolais ne meurent-ils pas tous les jours de choléra et de toutes sortes de maladies? Il y a des questions liées à la scolarité. Vous savez que ce sont des édits des provinces qui doivent notamment réglementer la question de la scolarité au niveau maternel, primaire, secondaire, et même encadrer la formation professionnelle pour la jeunesse congolaise. Mais il y a aussi toute la problématique de l'agriculture, de l'élevage. Il y a toute une série de programmes qui doivent être mis en place, initiés par ces assemblées provinciales, et ce qui entraîne aussi notamment l'initiative de construction des routes de desserte agricole pour permettre de faciliter justement le développement tout ceci nous rappelle quelque peu le programme du président de la République, Félix Tshisekedi. Il l'a lu dans ses 100 premiers jours, agriculture, santé et infrastructure également. Qu'adviendra-t-il de lui? Est-ce qu'il sera un président de la République isolé, avec seul titre et sans les aides des autres côtés?
Ben, écoutez, le président de la République a des attributions qui lui sont dévolues de par la Constitution. Il est déjà le garant de la continuité de l'État, de l'arbitrage aussi au niveau du bon fonctionnement entre les différentes institutions. Il gère toute la problématique des affaires étrangères, de la sécurité intérieure. Vous savez que le Congo souffre énormément des milices armées, des conflits armés notamment à l'est du pays. Il est aussi responsable de la défense nationale. Vous savez que l'intégrité de notre territoire est régulièrement menacée, mais il doit aussi assumer la souveraineté et l'indépendance de notre pays. Vous savez qu'il y a une guerre économique qui est engagée aujourd'hui avec la révolution de l'industrie automobile. Les pays occidentaux auront besoin du cobalt dont nous gardons évidemment la réserve mondiale. Et donc tout ceci sont des enjeux de front sur lesquels le président de la République devant être en avant. Mais nous sommes dans un pays aussi où, il faut le reconnaître, nous avons un système avec des gouvernements de province et la réalité politique veut que le FCC se trouve être la première force politique de la République, non seulement au niveau national avec le gouvernement qui va se profiler bientôt à l'horizon, mais aussi au niveau de la quasi-totalité des provinces. C'est une réalité qui nous vient des résultats et des choix opérés au nom du peuple congolais par les députés provinciaux. Justement, j'allais en venir. Comment ça se fait que la population ait voté pour un président d'une autre famille politique et au niveau des élus du peuple, ce soit un autre choix? Donc un peu du 50-50. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Ben, moi je vous dirais que ce n'est pas la première fois dans l'histoire de la démocratie. Vous savez comment ça s'est passé en France aussi entre Jacques Chirac et Mitterrand. Nous avons connu notamment parfois en France des gouvernements où il n'y avait que des ministres socialistes, alors que le président de la République était de droite. On aurait pu aussi, dans le cadre de la cohabitation, dire nous aurons un gouvernement uniquement avec des ministres FCC. Mais disons que le choix qui a été opéré par le président de la famille politique FCC, mais aussi par le président de la République dans son programme d'investiture, c'est de dire faisons une meilleure lecture des résultats de scrutin présidentielle et législative. C'est un message du peuple congolais qui nous appelle à renforcer la cohésion nationale et donc à travailler dans le cadre d'un gouvernement de coalition qui permettrait de finalement créer de synergies pour répondre aux préoccupations profondes du peuple congolais qui n'attend pas autre chose que de reconstruire le pays, de consolider le droit de l'homme, la démocratie, de restaurer l'autorité de l'État pour mettre fin aux groupes armés et aussi surtout de restaurer le tissu économique et social. Et justement, en parlant de gouvernement, c'est là qu'on va terminer. C'est dans quelques jours, on l'espère. Est-ce que vous avez une idée, des noms, une projection sur comment ça va se passer ? Ce qui est certain, c'est que la Constitution répond à cette question. Le président de la République est l'autorité qui a la responsabilité de désigner le Premier ministre, mais attention, il ne peut le faire qu'en concertation avec le chef de file de la majorité présidentielle, qui est aujourd'hui son Excellence, la majorité parlementaire, qu'allais-je dire, qui est aujourd'hui le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Donc ça veut donc dire ici que manifestement, comme ça se passe dans toutes les démocraties, eh bien, le Premier ministre naturel, c'est le chef de file de la majorité parlementaire. Il appartient évidemment à ce dernier de proposer le nom de celui qui pourrait assumer cette haute responsabilité. Et donc, de ce point de vue, l'initiative revient en ce qui concerne les propositions des noms au président honoraire Joseph Kabila en sa qualité de chef de file de la majorité parlementaire. Merci beaucoup, Maître Mekilolo, pour nous avoir apporté ces éclaircissements. Je vous en prie. À l'Assemblée nationale, entre-temps, les travaux d'amendement du projet du règlement intérieur avancent à une vitesse de croisière. C'est la commission spéciale chargée d'élaborer son projet qui l'a fait savoir ce mardi. Elle a indiqué que ces amendements déposés par les députés nationaux passent actuellement sous examen. Nous avons reçu un nombre d'amendements assez élevé, plus ou moins 500 amendements, et les services techniques devaient enregistrer tous ces amendements et préparer, n'est-ce pas, le travail de la commission.
Vous savez, lorsqu'on reçoit un amendement, c'est d'abord une disposition qu'il faut reprendre. La disposition se trouvant dans le projet, la proposition d'amendement, la justification et ensuite les observations de la commission. Donc, tout ce travail matériel, autour de plus ou moins 500 amendements, exigé, n'est-ce pas, un temps assez long. Il faut aussi tenir compte de questions d'intendance parce que l'Assemblée sert aussi de lieu d'hommage à nos héros et certains fils. Et pendant 3-4 jours, nous avons eu cette contrainte protocolaire. Mais je crois que nous avançons très bien et la session ou la séance sera convoquée incessamment. Nous allons travailler aujourd'hui aussi jusqu'à 22 h, si pas au-delà, parce que nous voulons absolument qu'il y ait plénière au courant de la semaine. Peut-être pas demain, mais ça ne tardera pas. Donc avant la fin de la semaine, nous allons soumettre le travail à la plénière et la plénière va décider de sorte que nous puissions terminer le travail dans un délai raisonnable. Le président du bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement avait bien avant cela reçu en audience les députés nationaux élus du Nord Kivu en présence du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité. Ils lui ont remis des recommandations pour mettre fin aux tueries qu'enregistre leur province. Ces élus du peuple avaient sollicité, lors de leur dernière audience, l'implication du gouvernement et du Parlement pour trouver solution à leurs problèmes. Lundi, ils ont remis plusieurs recommandations pour pallier cette situation. Nous avons rappelé au ministre qu'il était urgent parce que 28 morts à seulement 30 jours à ville de Goma. La cité de Mouesso a été occupée hier par des groupes armés. À Nyiragongo, c'est pareil. Des personnes kidnappées ça et là. Donc nous pensons que la promesse du chef de l'État ne devrait plus tarder à être mise en exécution. Nous avons également recommandé au ministre d'envisager, n'est-ce pas, que le diligente une enquête pour établir, n'est-ce pas, les responsabilités. Côté gouvernement, des mesures urgentes ont été prises, rassure Basile Olongo. Nous sommes en réunion en train de travailler avec le responsable de la police, le responsable au niveau de la sécurité, pour mettre fin à ce qui se passe dans les Nord Kivu en général et à Goma en particulier. Alors aujourd'hui, les députés nous ont présenté, m'ont remis un mémo pour dire qu'ils veulent être impliqués dans ce que nous sommes en train de faire. Rappelons que des cas de tuerie et de kidnapping ont été enregistrés ces derniers jours dans la province du Nord Kivu. Ces élus du peuple ont émis le vœu de voir ce phénomène prendre fin. Et dans le chapitre du développement, ouverture ce mardi 12 mars à Kinshasa de l'atelier d'élaboration des stratégies pour l'appui du nouveau code minier en République démocratique du Congo. Durant 2 jours, les acteurs de la société civile du secteur minier réfléchissent sur les actions concrètes à mener pour contribuer effectivement au développement des populations, particulièrement celles vivant dans les zones minières. Après la promulgation et la publication du nouveau code minier l'année dernière en République démocratique du Congo, place au plaidoyer sur les questions de développement communautaire. Corded et ses partenaires réfléchissent sur la gestion des fonds infranationaux et sur l'amélioration de qualité de services sociaux de base. Ici, la société civile s'était beaucoup plus concentrée sur les questions de développement communautaire et de transparence. Heureusement, le nouveau code a pris en compte toutes ces questions-là. Mais au niveau de la mise en œuvre, on sent que les choses n'avancent pas telles que le code minier l'a prévu. La question des paiements de la redevance minière, il y a beaucoup de différences de modes de paiement. Quand vous voyez ce qui se passe dans la région du Katanga, ce qui se passe dans les Haut-Ouélé, il y a quand même quelques problèmes liés à comment ces fonds peuvent être effectivement versés pour le projet de développement communautaire. Le nouveau code minier est disponible, reste à relever quelques défis. L'atelier offre un bon cadre, non seulement un bon cadre de réflexion, de renforcement des capacités,
mais aussi des prises de conscience par les acteurs qu'ils sont, de manière à ce qu'ils puissent être conscients et prendre les actions nécessaires et accompagner la mise en œuvre du code minier. Venus quasiment de toutes les provinces minières de la RDC, les participants ont été sélectionnés selon leur proximité avec la population pour proposer de bonnes mesures. On a commencé à travailler d'abord avec les communautés locales qui étaient affectées par les projets miniers des Bandro, spécialement dans la chefferie de Louinja, Bourine et Kaziba. On essaie d'informer les communautés sur les nouvelles dispositions qui sont incluses dans la nouvelle loi. Et puis ensuite, on va organiser d'autres ateliers avec les nouveaux élus, l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, qui vont accompagner les contrôles dans la mise en œuvre d'un nouveau cadre légal. À la fin de ces travaux de 2 jours, les acteurs devront soumettre au gouvernement des mécanismes plus souples pour le besoin communautaire à la base. Après le vent brusque de scission qui a soufflé au sein de la Fondation Grand Kasaï que gère de main de maître depuis plus de 2 ans, aujourd'hui le gouverneur du Kasaï central, l'heure est au rétablissement de la vérité, appelant à l'unité devant la presse. Dédi Kambayi a renseigné qu'il est dans la légalité et compte saisir la justice pour régler ces malheureux malentendus. Créé le 17 juillet 2004 sur base des textes juridiques grâce à l'inspiration éclairée de Denis Kambayi Tshoumboumbou pour soutenir moralement à tous les fils du Grand Kasaï des Aroa, cette structure à connotation philanthropique et garde les caps 15 ans durant à travers embûches et autres turpitudes de certains compatriotes jaloux en mal de positionnement. Denis Kambayi Tshoumboumbou lève les tons. Je suis l'unique initiateur et fondateur de l'ASBL Grand Kasaï Fondation. Beaucoup de gens qui me combattent, chacun a toujours un petit intérêt personnel. Il n'y a pas d'objectivité. Sur le plan juridique, nous avons une assemblée générale qui est convoquée au mois de janvier, conformément à l'article 43. Pas le 9 mars comme ils l'ont fait. Le Grand Kasaï n'est pas artificiel. Le Grand Kasaï est spirituel. Levant l'option de déférer devant la justice tout ce faiseur de désert, Denis Kambayi Tshoumboumbou donne l'exemple type d'un homme d'État et qui donne une place des choix aux juges pour dire toute la vérité. Ces 11 seront mis devant la justice pour qu'ils nous prouvent des montants qui sont en train de citer dans la presse. Ils ont tapé leur machette dans l'eau. Promettant de tout mettre en œuvre pour faire de Grand Kasaï Fondation un patrimoine référentiel commun et immuable pour la postérité, Denis Kambayi promet la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. Moi, je ne vais pas m'éterniser à la tête du Grand Kasaï Fondation, mon enfant. Mais je dis tout simplement que je ne peux pas laisser mon enfant entre les mains de personnes sans loi. Guide éclairé et visionnaire, pentaté, et pour le bien-être de l'espace Grand Kasaï, Denis Kambayi Tshoumboumbou tient à remettre sur les rails les Grand Kasaï Fondation sur son avenir. Bouclant ce journal avec ce clin d'œil, mieux, une main tendue aux femmes en ce mois qui leur est dédié. Les rapporteurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Junior Nemalimba, a communié avec plusieurs femmes dans différents centres de santé à Kinshasa, en compagnie de ses partenaires, dont Abed Achour, le jeune député élu au niveau national et provincial, a offert plusieurs dons et a réglé les factures des femmes ayant accouché sans les ressources adéquates. Mois de mars, mois consacré à la femme. Une occasion pour les rapporteurs de l'Assemblée provinciale de célébrer la femme, mieux de soulager ses peines. L'élu de Kimbanseke sait et se fait accompagner du directeur général des Sokines. Partout où il est passé, des actions sont posées à l'endroit des femmes en situation litigieuse. En tout cas, dans certains centres de santé, les factures sont soldées. À l'initiative, le Junior Nemalimba, accompagné de sa femme et de son partenaire. Nanga na ba partenaire nanga tout se décide que vu les mois de la femme faut honorer nan basi yango to check ba activité na biso mususu pembeni poto ya nanu ko futa
facture à maman, c'est-à-dire on a payé une affaire de 150 factures au total. Maman baye bakobima pour qu'on fêter na famille na bangonyos. Dans cet autre centre de santé, c'est la même action qui est posée sous les ovations et démonstrations de joie. Acte tout ça il est là pour encourager basi baba na bota. OK? Toujours sensibiliser bango na ba tout ça la ba campagne pe pour bailler ko programmer ba naissance. Tout se termine ici dans cet espace où danse et chansons n'ont fait qu'un. Les rapporteurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa être remerciés pour avoir su penser à la femme. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, je vous en rappelle.